Alors bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce conseil municipal du 29 mars 2021, de noter Madame Mayer comme secrétaire de séance. Bernard Pierre-Michel, Vincent Alain, Berrier Jean-Roger, Bernard Karine, Levent Bruno, Dutrieux Isabelle, Coyer Damien, Faudevin Valérie, Célidonio Onotilio, Gourdy Elisabeth, Manard Sylviane, Tétini Aldo, Hénin Daniel, Renoncourt Claude, Bavkov Francine, Delbov Nicole, Asselin Isabelle, Benguenou Amar, Bi Isabelle, Beljouri Ali, Thérèse Martine, Thorez Isabelle, Kenouf Nathalie, Messager Patrick, De Gog Cédric, Gandao Régis, Choquet Christine, Moradi Cyril, Ferring Nicolas, Walran Edith, Malo Peggy, Mayer Lolita, présente, et Jamjam Hamid. Quelques communications. Petite communication pour évoquer le fait que la ville a été labellisée territoire bio engagé. Donc l'association AproBio a choisi de développer le label national territoire bio engagé. La ville d'Anzin a tenu à le solliciter dès cette première édition locale pour sa restauration collective. En effet, au vu des critères d'éligibilité, notre ville répondait déjà au niveau de base qui préconise que l'introduction de produits bio servis dans les repas doit se situer entre 20 et 25%. Dès sa première participation, la ville peut s'enorgueillir d'être dans la fourchette haute, puisque pour l'année 2020, ce sont plus de 24% de produits bio qui ont été servis dans nos cantines, permettant ainsi de participer activement à la valorisation de l'agriculture biologique. Ainsi, après étude de notre dossier, le jury de cette association nous a donc décerné cette distinction qui sera remise prochainement, quand le contexte le permettra, avec donc cette charte territoire bio engagé. Autre communication qui concerne une campagne propreté urbaine Stop aux incivilités qui va être lancée très prochainement. Il y a donc des affiches qui vont être proposées. Tout d'abord pour les mégots, en sachant que l'amende est de 135 €. Pour les déjections canines, il y aura donc un arrêté municipal qui va passer l'amende à 200 €. Et il y a bien évidemment les dépôts sauvages sur lesquels on a déjà communiqué et qui va de 135 à 1500 € selon les conditions dont sont réalisés ces dépôts sauvages. Donc il y a une phase de recommunication, puis bien évidemment de verbalisation. La brigade des incivilités, en plus de nos ASVP de la brigade de la propreté, il y a 2 personnes qui sont en cours de recrutement pour pouvoir mettre en place 2 équipes de 2 personnes qui tourneront donc sur la ville en tenue civile pour repérer ces incivilités et passer à la verbalisation si nécessaire. Et il y aura également l'appui possible de la vidéoprotection avec donc un renforcement du nombre de caméras, comme ça avait déjà été évoqué lors du débat d'orientation budgétaire, mais également un renforcement de l'effectif du centre de supervision urbain, puisqu'on va avoir dans peu de temps 2 personnes qui seront au CSU et on aura donc une visualisation sur des créneaux horaires plus importants et qui vont inclure notamment le samedi, puisqu'actuellement la visualisation se fait du lundi au vendredi jusqu'à 17 h. Donc on aura des créneaux horaires plus importants comme le fonctionnement de la police pluricommunale et également le samedi. Donc pour essayer d'arriver à améliorer encore toutes ces incivilités que l'on peut tous constater. Bon, malgré différentes campagnes de communication,
Il y a des périodes de haut et de bas. Je pense qu'il est temps ici de repartir sur une grosse campagne pour réinsister que la propreté de la ville, c'est l'affaire de tous. Et c'est pas uniquement l'affaire de nos employés qui sont sur le terrain tous les jours, mais aussi aux habitants. Vous avez rien à évoquer sur ce sujet. Le troisième point de communication, il va y avoir un abattage d'arbres malades sur la place Roger-Saint-Langros. Donc une étude sanitaire a été réalisée il y a 12 à 18 mois avec donc un calendrier par rapport à l'état de vétusté entre guillemets de nos arbres sur la totalité de la commune. Au niveau de la place Roger-Saint-Langros, il y a au total 9 arbres qui posent problème, 7 sur la Grand Place. Donc vous avez la projection des arbres qui aujourd'hui deviennent menaçants. Il va donc falloir faire un abattage assez rapide de ces arbres. Ils devraient donc intervenir dans les semaines qui viennent. Et donc ces abattages, pour les arbres qui sont sur la Grand Place, ils ne seront pas remplacés puisqu'il y aura le temps venu donc une discussion sur la réhabilitation de cette place et on va donc ne pas remplacer les arbres que l'on va abattre sur le devant de la place. Par contre, à l'arrière, il y a 2 arbres à abattre et là normalement il y avait donc été prévu un remplacement de ces arbres puisque sur l'arrière de la place il n'y a pas de gros réaménagement programmé dans les années à venir. En sachant bien évidemment que tout arbre abattu est repositionné, enfin généralement un arbre abattu, 2 arbres replantés sur d'autres secteurs de la ville dans le cadre de notre campagne environnementale. Il y a d'ailleurs une délibération qui est en lien avec une plantation d'arbres sur notre territoire. Quatrième délibération, quatrième communication, je voulais qu'on fasse un petit point parce que le budget participatif est rentré dans sa phase active avec la phase de vote via l'application Enzyme ma ville ou les fiches papier, dans un contexte qui reste bien évidemment un peu compliqué. Et donc là, je vais laisser le soin donc, à Patrick Messager, qui est le conseiller municipal à la démocratie participative, de faire une présentation rapide, mais comme ça chacun aura une idée des 12 projets qui ont donc été proposés par nos habitants. Monsieur Messager. Alors, la somme est de 100 000 € pour cette année, 12 projets qui ont été retenus. Donc nous avons Claudine Noyette, qui a été fait par des habitants, aire de jeu et détente, Émile Vasily, groupe de mamans. On a un parc à Toutou, rue du Collège Fabry, groupe d'habitants. Après, nous avons un aménagement ludo-sportif au parc Mathieu, groupe d'habitants. La fin du Calvaire, donc rue du Calvaire, rue Carnot. Je vais demander à Monsieur Messager d'aller un peu plus doucement, comme ça on aura le temps. Parce que comme il y a une projection, ne vous inquiétez pas, il y a le couvre-feu, mais vos convocations font foi, donc il n'y a pas besoin d'avoir fini avant 19 h. Donc on a eu donc la première présentation du projet. Là on est sur l'espace rue Émile Vasily sur une proposition d'aire de jeu et de détente. D'accord. Nous avons le parc à Toutou, rue du commandant Fabry. C'est un groupe d'habitants. Nous avons l'aménagement ludo-sportif au parc Mathieu. Là, c'est pareil, c'est un groupe d'habitants. Ensuite, nous avons la fin du Calvaire, qui est rue du Calvaire, rue Carnot, une habitante. La voie du Terril, cité du Moulin. Des poubelles pour le parcours au lycée Pierre-Fontaine, c'est avenue Léo Lagrange, par un habitant. Ensuite, nous avons l'épicerie solidaire en images, des peintures. Après, installation de table de ping-pong, cité Talabot, un habitant. Claudine Noyette, Grénothèque, un habitant. Valorisation du patrimoine minier et industriel ancinois, habitant. Donc, Carrefour, Croix d'Anzin, rue Jean Jaurès. Et ensuite, le dernier, c'est Skatepark, rue du Collège Fabry, commandant Fabry. Donc il ne vous reste plus qu'à voter et faire voter.
Voilà, pour l'instant, au niveau du vote, on est à peu près à 450 votes via l'application, qui en lien avec l'application qu'on avait auparavant via Orange. On avait en moyenne sur l'application Orange 200 votes et le reste des votants, puisqu'on était monté jusqu'à 1700 votants, c'était 1500 à peu près votes papier. Donc on voit qu'avec l'application Enza-ma-ville, on est à plus de 2 fois ce qui avait été fait avec l'application Orange. Comme quoi que cette application, elle est quand même utilisée donc régulièrement par nos habitants. Ensuite, communication toujours, il y a un sondage en cours sur notre site qui est arrivé il y a peu de temps, dans le cadre de l'obligation de la mise en place des 1607 heures. Il va y avoir donc des modifications et notamment une possibilité d'avoir un élargissement des heures d'accueil sur les différentes structures de proximité ou à la mairie. Il y a donc un sondage qui est donc proposé aux habitants pour voir un peu qu'est-ce qui semble être pour eux les meilleurs créneaux horaires d'ajustement, ou le midi de 12h à 13h30 en faisant un service continu, ou éventuellement, et où, puisqu'on on aurait 2h30 de rajout par semaine, faire une soirée où au lieu de finir à 17h, on finira à 18h. Donc il y a donc un sondage en cours qui est lancé pour voir un peu comment on peut y améliorer encore l'accueil du public sur des créneaux horaires plus importants. L'autre point pour information, c'est l'aide aux étudiants. Donc il a été décidé donc, de venir en soutien à nos étudiants qui sont en difficulté compte tenu du contexte que vous connaissez tous. Donc c'est un travail qui est fait avec le CCAS, mais aussi avec les bénévoles. Je pense à l'épicerie solidaire qui a donné aussi un coup de main pour justement aller récupérer ou faire la grande collecte qui a eu lieu il y a quelques jours pour rechercher donc des denrées alimentaires non périssables, des produits d'hygiène, différentes fournitures. Donc je tenais à remercier ceux qui se sont mobilisés pour cette opération. Il y aura également un accompagnement financier qui sera proposé par le biais de chèques plutôt CAP. Donc ça va être validé donc par le CCAS. Il y aura donc la distribution de produits alimentaires et d'hygiène, et également pour ceux qui le souhaitent, un accueil spécifique à la médiathèque pour travailler, pour des moments de détente dans le cadre de jeux vidéo, jeux de société, pour participer à des ateliers notamment de sophrologie ou de gestion du stress. Donc c'était pour communiquer que l'action va être mise en place très prochainement. Donc en soutien à ceux qui sont en difficulté. Pour l'instant, on a un retour d'une quinzaine de demandes, à moins qu'il y ait un changement, mais on était à peu près dans ces eaux-là. Nous étions une vingtaine de demandes un peu avant la fin de la semaine dernière, donc là ça a dû augmenter un petit peu. Sachant qu'on va essayer également on travaille également avec l'épicerie solidaire, parce qu'en fait les familles aidées ont bien sûr des enfants qui sont étudiants. Alors il n'est pas question de récupérer les noms, les adresses, évidemment dans le cadre du RGPD, mais par contre, il y aura une incitation forte au niveau de l'épicerie solidaire pour venir vers nous, prendre les contacts pour qu'on puisse les rattacher aux contacts directs qu'on a par ailleurs. Merci pour ce complément d'information. Et dernière chose, c'est exceptionnel, on évite de le faire, mais j'ai reçu un courrier, on a reçu un mail aujourd'hui de la préfecture nous précisant plutôt pour le vote des taux de fiscalité indirecte locale, délibération qui doit être passée avant le 15 avril. Donc si on ne passe pas la délibération aujourd'hui, on va être obligé de refaire un conseil municipal avant le 15 avril pour cette seule délibération. Je vous demande donc si tout le monde est d'accord pour cette nouvelle délibération. Dans le cadre de la refonte de la fiscalité locale, il faut qu'on refasse un vote des taux de fiscalité directe locale, puisqu'il faut absolument que le taux communal s'additionne au taux départemental pour le vote du taux 2021. Si tel n'est pas le cas, dans ces cas-là, on considère, comme on l'a fait donc au mois de décembre, et à l'époque on n'avait pas ces éléments d'information, on avait voté que le taux communal, il y aura donc qui serait considéré que le taux qui a été voté donc, au mois de décembre serait le taux global. Donc je vous propose de refaire une nouvelle délibération
pour se mettre en conformité par rapport aux nouvelles demandes qui sont faites par les services de l'État. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette cette délibération donc, à la fin des 29 déjà présents, donc pour la 30e délibération? Quelqu'un est contre? Donc, on proposera donc cette 20e délibération. En décision administrative, est-ce qu'il y avait des questions particulières? Il n'y a pas de questions. On passe donc aux délibérations. La première délibération concerne le syndicat des eaux du Valenciennois, rapport d'activité année 2019. Monsieur Berrier. Merci, Monsieur le maire, de me donner la parole pour cette délibération. La présentation de ce rapport 2009, je pense que ce sera le dernier que nous passerons dans cette enceinte, puisque la compétence, par la loi NOTRe, est partie aux agglomérations. Donc le document est consultable, bien entendu, comme d'habitude, au secrétariat général de la mairie. J'ai extrait quelques chiffres sur l'ensemble. Bon, c'est encore 10 millions de mètres cubes qui ont été distribués. On a un taux de rendement de réseau qui est voisin des 83%, soit une augmentation de 4% de rendement sur ce réseau. Je rappelle qu'en France, quand le taux de rendement des réseaux est entre 70 et 75%, on considère que c'est un bon réseau. 100% de conformité dans le cadre de la microbiologie et 99,7% sur le physico-chimique. Le prix, alors je vous donne les prix qui ont été donnés en euros constants année 2020. Donc c'est 2,40 € pour 2019 et ce sera 2,83 € le mètre cube pour 2020. Sachant que cette augmentation qui était prévue dans le contrat initial correspond à la mise en place de la décarbonatation. Je rappelle qu'à ce jour, Anzin fait partie des villes qui ont été partiellement décarbonatées et que le taux de décarbonatation est entre 50 et 70%. Voilà, Monsieur le maire, sur cette délibération. Donc on demande d'émettre un avis sur ce rapport. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Donc je propose, comme on l'a évoqué lors de notre réunion des présidents de groupe, pour la 2e, 3e, 4e et 5e délibération, on va faire un vote groupé qui correspond au remplacement donc de Monsieur Frémery qui a démissionné, remplacé par Monsieur Jamjam. Et comme l'a demandé donc Madame Wallerand, c'est Monsieur Jamjam qui remplace Monsieur Frémery dans les différentes commissions. Donc, je fais simplement le rappel. Membre suppléant au sein de la commission administration générale, ressources humaines, commerce. Titulaire pour la commission aménagement du territoire, habitat et environnement. Suppléant commission culture événementielle et suppléant à la commission sécurité finances. Il est donc proposé au Conseil de désigner un nouveau membre suppléant ou titulaire, donc selon les différentes commissions, et d'acter le nouveau tableau des titulaires et suppléants. Donc ce sont les mêmes tableaux, on remplace donc simplement M. Frémery par M. Jamjam. Pas de questions, on passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. On attaque donc la 6e délibération qui concerne la modification de la grille des effectifs. Madame Bernard. Merci, Monsieur le maire. Donc, délibération récurrente. Cette fois-ci, donc en promotion interne, nous avons 2 agents qui ont reçu des avis favorables en tant que à leur promotion interne. Donc, il convient donc de modifier le tableau des effectifs afin de permettre leur nomination. Donc, il s'agit d'un agent au service logistique et d'une agent au service RH Finance. Je les félicite au passage. Ensuite, pour le pôle développement social et territorial durable, nous allons recruter un médiateur social pour renforcer notre dispositif de participation des habitants, renforcer la capacité d'initiative et de projet et de proposer des prestations de médiation aux habitants. Ce poste est éligible au dispositif des adultes relais, donc, qui sont aidés à hauteur de 77% du coût total de la rémunération. Les adultes relais, pour rappel, donc il faut être âgé de 30 ans au minimum, résider dans un quartier prioritaire, être sans emploi ou bénéficier d'un CUI, donc un ancien PEC. Donc c'est un contrat de travail sur une durée de 3 ans qui est renouvelable une fois.
Donc nous allons recruter aussi un agent au niveau de la police municipale. En effet, une de nos agents a bénéficié d'une mobilité interne, donc il convient de remplacer son poste au sein de notre police municipale plutôt pluricommunale. Il nous faut recruter aussi un agent au service de la direction des ressources humaines. En effet, le travail étant conséquent, il fallait renforcer les équipes, donc surtout concernant la gestion des fiches de paie et la gestion des déclarations mensuelles et administratives. Enfin, il nous faut recruter pour les services de mode de garde au niveau de la crèche une éducatrice ou un éducateur de jeunes enfants pour remplacer également un poste qui n'était plus pourvu. Ensuite, au niveau du service de la restauration scolaire, suite à un départ très prochain d'un de nos agents à la retraite, il nous faut donc recruter au poste de responsable de production alimentaire pour notre restauration. Donc, je propose donc la création des postes concernant ces différents recrutements. Et également une mise à jour du tableau des effectifs. En effet, suite au départ dû à des mutations, retraites ou autres de plusieurs agents, des postes avaient été créés ou étaient encore créés mais avaient été remplacés par d'autres postes. Donc il convient donc de supprimer tous les postes qui étaient restés ouverts à cet effet. Voilà. Merci. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Pas de questions. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 7e délibération. Aide au commerce, aide au loyer, modalité de mise en œuvre. On avait présenté lors du précédent conseil municipal déjà une délibération en lien avec cette aide au loyer. Donc délibération qui vient compléter donc la précédente et qui rentre plus dans les détails pour voir la mettre en application très prochainement. Madame Potvin. Monsieur le maire, merci. Pour rappel, le conseil municipal a adopté en date du 21 décembre 2020 le dispositif d'aide au loyer pour les créations de commerce. Aussi, pour rendre le dispositif opérationnel, il convient de préciser les points restés en suspens à l'issue de la délibération précédente, à savoir le périmètre d'application de l'aide, les conditions d'éligibilité du projet économique, les conditions d'éligibilité du local, les modalités de versement, d'annulation et de remboursement de l'aide, la composition de la commission d'attribution et son fonctionnement, et le plafonnement de l'aide. Alors, concernant le périmètre d'application de l'aide, il est proposé de retenir tout le territoire communal de la ville d'Anzin, excepté la place Roger-Salandro dans son ensemble, qui est bien pourvue et ne présente pas de problème d'attractivité, ainsi que l'avenue Anatole France du numéro 151 au numéro 189, c'est-à-dire du Crédit Mutuel et ce jusqu'au théâtre, et du numéro 134 au numéro 164, c'est-à-dire du fleuriste Florastyle jusqu'au salon thé Mésopotamia juste avant la Cour Lemoine. Concernant les conditions d'éligibilité du projet économique, afin de garantir la faisabilité économique des projets bénéficiant de l'aide, chaque porteur de projet devra avoir suivi un parcours d'accompagnement à la création d'entreprises pour les nouveaux commerçants, ou tout au moins justifier d'une expérience significative en création, reprise ou exploitation de fonds de commerce. Il devrait également présenter un prévisionnel financier, une étude de marché et un projet de statut qui feront l'objet d'une validation par un cabinet d'expertise comptable indépendant mandaté par la collectivité. Il devra également, en préalable à la réunion de la commission d'attribution, avoir déposé toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme ou autres formalités administratives. Alors, dans les zones repérées, l'aide ne pourra être accordée qu'à la condition que l'activité économique soit manquante ou insuffisamment représentée. Concernant les conditions d'éligibilité du local, le local sur lequel portera la demande d'aide devra être enregistré au cadastre en tant que surface commerciale et devra être clos, couvert et présenter un état général compatible avec une location. Le montant du loyer ne devra pas dépasser plus de 10% du loyer de référence déterminé par les services de France Domaine et ou de la CCI. Le projet de bail devra être fourni dans le dossier et ne devra contenir aucune clause abusive ou illégale. Il pourrait être prévu une visite
préalable du local de la commission d'attribution de l'aide. Alors, concernant les modalités de versement, d'annulation et de remboursement de l'aide, conformément aux modalités de mise en œuvre du dispositif prévu par le Code général des collectivités territoriales, la collectivité prévoit une seule possibilité de versement, prise en charge par la commune d'Anzin de 300 € par mois du montant du loyer pendant la première année d'exercice pour les commerces retenus lors des commissions. L'aide sera versée mensuellement sur présentation d'une quittance de loyer. En cas de non-paiement du loyer, le versement de l'aide sera immédiatement suspendu. De même, tout manquement au respect des obligations fiscales et sociales entraînera la suspension immédiate de l'aide et le remboursement des sommes versées pendant les périodes correspondant à une situation irrégulière. Dans le cas où il serait découvert a posteriori que les documents présentés lors de la demande d'attribution de l'aide sont faux, le versement sera immédiatement suspendu et le remboursement des sommes d'ores et déjà perçues exigé. Par ailleurs, tout commerçant qui percevra l'aide s'engage à rester sur la commune d'Anzin 2 années supplémentaires après la fin du versement de l'aide. En cas de délocalisation de l'activité, il devra reverser les montants perçus. D'une manière générale, toute fraude visant à percevoir une aide financière de la part de la commune entraînera des poursuites dans le but d'obtenir le remboursement intégral des sommes versées. D'ailleurs, une convention engageant le demandeur sera signée avant tout versement. Concernant la composition de la commission d'attribution et ses principes généraux de fonctionnement, elle sera donc composée de manière suivante. 3 élus de la ville d'Anzin, le technicien référent de commerce de la ville, un technicien ou une technicienne de la chambre de commerce et d'industrie, un technicien ou une technicienne de la DGE ou une technicienne de la plateforme Germinal, un ou une représentante de l'Union du commerce anzinois. Donc, la commission jugera de l'éligibilité du dossier proposé et de la crédibilité des documents présentés. Elle rendra un avis technique qui fera l'objet d'une convention entre le bénéficiaire et la ville. La dite convention fera l'objet d'une communication en conseil municipal. Alors, en ce qui concerne le plafonnement de l'aide, afin de maîtriser l'impact de cette aide sur le budget communal, un plafond de 300 € par mois maximal pendant 12 mois est préconisé. Par ailleurs, afin d'éviter tout manquement au respect des cumuls d'aides communautaires, dites règles des minimis, chaque porteur de projet devra signaler à la commune l'ensemble des demandes qu'il aura pu solliciter. Alors, la règle des minimis, c'est une règle qui fait partie des règlements décidés par l'Union européenne pour encadrer le fonctionnement des aides aux entreprises. Celle-ci prévoit qu'une même entreprise ne peut percevoir que 200 000 € d'aide dite minimi sur une période de 3 exercices fiscaux consécutifs. Donc ce sont des aides telles que des subventions, des prêts, des avances remboursables, des crédits d'impôt, des aides des collectivités, des aides publiques. Voilà, donc il sera demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les modalités de mise en application du dispositif, nommer les membres du conseil municipal devant siéger au sein de la commission d'attribution, autoriser monsieur le maire à signer le règlement de l'aide et autoriser monsieur le maire à signer les conventions entre les bénéficiaires et la ville. Merci monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions sur ces délibérations, Madame Wallerand? Merci, monsieur le maire. Je tenais à souligner ma question lors de notre entrevue préalable, à savoir si nous pouvions prétendre, nous, le groupe d'opposition, à obtenir une place dans la commission d'attribution. Alors, sur la question, je vais revenir juste pour préciser également que tout commerçant qui percevra l'aide s'engage à rester sur la commune d'Anzin 2 années supplémentaires après la fin du versement. Donc, c'est-à-dire que s'ils ont une aide, ils s'engagent à rester 3 ans. Sur les élus qui seront donc, qui représenteront la ville dans le cadre de la commission, comme je l'avais évoqué, pour éviter d'avoir une commission avec trop de personnes, il était retenu qu'il n'y aurait que 3 élus et à peu près autant de techniciens. Donc compte tenu qu'il n'y a que 3 élus, et si je prends le ratio entre les élus de l'opposition et de la majorité, il aurait fallu vraiment avoir beaucoup d'élus présents autour de la table. C'est pour ça qu'il y aura de toute façon un retour au conseil municipal. Les élus qui représenteront la ville sera bien sûr l'adjointe au commerce, l'adjoint au grand projet urbanisme, puisqu'il y a un contexte urbanistique important, il faut absolument que tout soit dans les règles pour qu'on puisse bénéficier donc de cette aide financière.
Et la troisième élue, donc ce sera l'adjointe à l'attractivité du territoire. Donc sur les 3 élus qui sont proposés, il y aura donc effectivement 3 élus de la majorité, mais vous aurez bien évidemment un retour. Et il y a dans cette commission 7 personnes, dont donc 4 techniciens, dont des techniciens de la CCI notamment, de l'Union du commerce, pour avoir une représentativité aussi assez large du milieu économique et commercial local. Voilà pour la réponse. Madame Wallerand. Merci pour votre réponse. Étant donné que nous n'aurons pas de place d'élu, nous abstiendrons sur cette délibération. Merci. Alors on va passer. Il n'y a pas d'autres questions. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Donc voté à la majorité. On passe à la 8e délibération. En l'absence de Monsieur Célidonio, c'est Monsieur Levent qui va présenter plan d'action TFPB 2021-2022. Merci Monsieur le maire. Donc cette délibération concerne donc l'abattement de 30% de la base d'imposition de la taxe foncière sur le patrimoine bâti des bailleurs présents sur le territoire, qui sont au nombre de 5. C'est un abattement à hauteur de 30% qui est financé à 60% par la ville et avec une compensation à hauteur de 40% par l'État. Ce plan d'action, en fait, ces plans d'action concernent des actions qui permettent aux organismes HLM de traiter des besoins spécifiques dans les quartiers prioritaires, donc dans le cadre de la politique de la ville. En contrepartie de cet abattement, les bailleurs s'engagent à poursuivre donc l'amélioration de la qualité de vie et la qualité de service dans les quartiers en y renforçant leur intervention au moyen d'actions contribuant à la tranquillité publique, à l'entretien, à la maintenance du patrimoine, à l'amélioration globale du cadre de vie, à la participation des habitants. Le contrat de ville ayant été prolongé jusque 2022, il est question dans cette délibération, donc 2 points. Le premier point, c'est de valider le plan d'action 2020 qui a été donc présenté lors du dernier comité de pilotage et de valider également le plan d'action 2021-2022. Vous avez eu en pièce annexe l'ensemble des documents qui détaillent action par action et le montant du dégrèvement et le montant des actions réalisées au titre de l'exercice 2020 et le montant des actions prévues au titre de 2021-2022 avec des pourcentages de réalisation pour des actions qui ont été réalisées complètement ou qui n'ont pas pu l'être pour des raisons liées à la Covid. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ces plans d'action sont validés évidemment ici même en conseil municipal. Ils le sont également aussi ensuite par la DTTM, donc les services de l'État, qui apportent, je dirais, une crédibilité à ces plans d'action. Pour vous donner quelques exemples simples, je ne vais pas rentrer dans le détail, bien évidemment, je reste à votre disposition si vous voulez avoir plus d'éléments. Il s'agit concrètement d'actions telles que par exemple au niveau de la cité du Mont-de-la-Veine, vous vous souvenez, donc toutes les campagnes qui ont été faites au niveau de la végétalisation, les espaces conviviaux qui ont été co-construits avec les habitants, la réalisation prochaine d'une fresque, un travail sur la mémoire. Ça peut être par exemple au niveau du quartier de la Verrerie, un gros travail qui a été remonté par les bailleurs, enfin les 2 bailleurs présents, notamment au niveau de la gestion des déchets, des encombrants. Ça peut être une amélioration du fléchage, de la signalétique des entrées de bâtiments. Ce sont des enquêtes de satisfaction au niveau des différents locataires, bien évidemment. C'est une participation financière, par exemple, au niveau de la fête des voisins. C'est un accompagnement des habitants dans le cadre de la précarité énergétique pour leur apporter des informations sur la gestion de l'énergie, des éco-gestes également. Ça peut être également des actions de tranquillité publique, de médiation, une présence accrue sur le terrain de leurs intervenants. Ça peut être l'amélioration globale de locales tels que des caves un peu dégradées qui peuvent être mises en état pour y stocker, y garer des vélos par exemple. Ça peut être aussi participer financièrement dans le cadre des chantiers éducatifs. Donc voilà, je vous propose donc à ce titre et la validation des plans d'action 2020 qui doivent être fournis avant le 31 mars, donc il y avait un peu le feu au lac pour les bailleurs, et également la programmation du plan d'action 2021-2022. Merci Monsieur Levent. Y a-t-il des questions sur ces actions? Madame Malo. Merci Monsieur le maire.
Donc si les bailleurs acceptent de signer le contrat de ville, ils bénéficient d'une exonération non négligeable. Donc pour que nos concitoyens comprennent bien, 40% de ce cadeau fiscal est à la charge de l'État et l'autre à notre charge, celle des Anginois. Les bailleurs doivent amener en contrepartie à l'égard des habitants en améliorant leur habitat et leur cadre de vie. Mais force à constater que le compte n'y est pas toujours. Nous savons aussi que les bailleurs tentent de revendre leur patrimoine en restant majoritairement copropriétaires. Pour éviter que ce dispositif ne soit qu'un levier permettant de la trésorerie et l'allègement de leurs coûts de travaux, nous vous demandons simplement d'évaluer cette politique un peu plus précisément qu'au travers de tableaux déclaratifs, et d'être plus regardant sur la mise en œuvre des actions dont on a aujourd'hui encore un doute sur l'efficience et sur des interventions que vous savez déjà doublées ou triplées par d'autres collectivités. Mais comme nous sommes dans le volet bailleur, je vais me permettre d'introduire, si vous voulez bien, deux courts petits sujets. Le premier concerne en fait un collectif d'habitants de la rue Fédherbe. Nous avons été interrogés et interpellés notamment par Monsieur Dussautois, qui s'est réveillé un matin avec des grues au-dessus de sa maison. Donc les habitants du collectif de la rue Fédherbe craignent l'accident. Donc je pense qu'il serait opportun que la mairie se tienne à disposition de ce collectif pour répondre aux interrogations du collectif et les rassurer. Vous pouvez au besoin contacter Monsieur Dussautois, qui nous a permis de le citer. Et le deuxième sujet, donc un sujet qui a été abordé plusieurs fois en conseil municipal par moi-même, mais sur lequel je reviens puisque les inquiétudes persistent, le collectif 23, encore et toujours, donc à savoir 36 logements, 26 locataires, des travaux de désamiantage pour 180 000 € et des autres travaux de coursives sont estimés à 540 000 € pour 2022. Les préoccupations légitimes de Madame Garcia, présidente, sur l'aspect financier... Ça n'a rien à voir avec cette délibération, vous êtes complètement hors sujet. Soit il fallait me poser la question, comme vous avez le droit de le faire, en disant nous avons une question spécifique, vous nous posiez les questions, vous aurez répondu. Là, il n'y a aucun rapport avec la TFPB 2021-2022. Aucun. Déjà, sur votre première intervention sur la rue Fédherbe, le collectif d'habitants que vous citez, moi, il est inconnu au bataillon. J'ai jamais été sollicité par ce collectif. Donc, il vient de se créer. Vous en avez connaissance, c'est normal, puisque cette personne ou son épouse était sur votre liste. Mais il faut comprendre aussi que c'est l'intérêt général qui prévaut. C'est pas l'intérêt particulier. Et là, vous venez sur des sujets d'intérêt particulier. Il n'y a aucun lien. Les questions peuvent être bien évidemment évoquées et posées quand il y a des liens avec la délibération. Là, vous profitez d'une délibération pour revenir sur des sujets, revenir ou évoquer des sujets qui n'ont aucun rapport. Là, il y avait un peu un lien par rapport au collectif 23, puisqu'on parle quand même de l'amélioration de la qualité de vie des habitants. Donc c'était, en fait, j'avais juste une simple question, c'était, parce qu'on est interpellé régulièrement, on ne reviendra plus là-dessus, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour le collectif 23? Soit, effectivement, vous pensez faire quelque chose et pouvoir leur venir en aide, dites-leur. Vous pouvez rien faire, dites-leur. Je pense qu'après, le sujet sera clos, mais effectivement, aujourd'hui, les inquiétudes sont encore là. Et je pense que le collectif 23 a besoin de réponses. Je vais tout d'abord laisser M. Levent vous répondre, parce que vous mettez en cause un petit peu l'activité qu'il a fait pendant ces années au niveau de son travail d'adjoint politique de la ville sur la TFPB, puisque vous avez l'air de dire qu'on propose des actions mais que rien n'est contrôlé sur les actions qui sont faites. Donc je vais lui laisser répondre puisqu'il connaît très bien le sujet. Et moi je réinterviendrai quand même pour rappeler que les services de l'État et de l'AGLO, puisque c'est supervisé par l'AGLO, et les services de l'État vérifient que les actions engagées ont été réalisées. Si elles n'ont pas été réalisées, il y a bien évidemment une obligation du bailleur de rendre le delta qui aurait été dépensé ou non dépensé de façon indue, si je puis dire. Donc il y a bien évidemment un suivi très strict qui est réalisé. Et c'est là que l'on voit que vous êtes peut-être des personnes de dossier, mais pas des personnes de pratique, parce qu'entre la pratique et ce que vous lisez, manifestement, il y a un gros delta. Mais je laisse M. Levent répondre, puisqu'il est encore plus à même que moi de répondre, au niveau précision sur certaines actions. Merci Monsieur le maire. Effectivement, je dirais, à notre niveau, il est bien évidemment hors de question de mettre en cause une utilisation financière détournée des bailleurs au regard des nombreuses actions qui sont menées avec eux, et ce depuis longtemps. Bon, je mettrai votre question sur le fait que vous êtes une jeune élue, mais je parlerai par exemple des chantiers éducatifs, je parlerai par exemple de la fête des voisins, je parlerai de nombreux ateliers qui ont été mis en place à la Cité du Mont-de-la-Veine. Je pourrais vous parler pendant plus d'une heure de l'ensemble des réalisations qui émanent de la TFPB.
Vous avez d'ailleurs dans votre groupe, dans votre équipe politique, des gens qui ont participé à des actions collectives sur le travail de mémoire à les cités du Mont de la Veine, des fabrications de nichoirs, des plantations d'arbustes co-construits avec les habitants. Bon, je dirais, en fait, au niveau des bailleurs, je pense que, il y a un comité de pilotage auquel nous participons, et je peux vous dire que les bailleurs, nous les marquons bien, sans aller plus dans le détail, pour justement veiller à ce que les euros soient bien utilisés. Mais l'autre pendant, c'est qu'effectivement, on a les services de l'État dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont un regard là-dessus, encore plus aiguisé que nous. Donc ça veut dire qu'en fait, soyez rassurés, ce n'est pas du perlimpinpin, hein, je vous assure, ce sont des actions concrètes. Je pense que M. Jamjam pourrait vous en parler d'ailleurs, puisqu'il a participé à un certain nombre d'entre elles dans une vie antérieure. Monsieur Jamjam. La question est simple, simplement. Nous, c'est simplement par rapport au delta que les bailleurs ont, voilà, pour la tribu. Est-ce qu'on a un bénéfice? C'est ça? Non mais ils ont eu un delta d'exonération. Ce delta d'exonération doit apparaître dans les actions qu'ils mettent en place, à l'euro près. Alors vous avez le delta qu'ils ont eu, vous avez toutes les actions qui sont en lien avec les exonérations. Et quand effectivement, éventuellement, la première fois, lors de la première mise en place, on a essayé de nous mettre des actions qui rentraient dans le cadre de leur activité de base, qui n'étaient pas une nouvelle action ou un plus-value pour les habitants, ces actions n'ont pas été validées, et donc il a fallu qu'ils représentent d'autres propositions. Alors, et là, ce qui m'inquiète aussi, c'est que, et demain, vous mettez en cause nos capacités aux techniciens aussi, hein, techniciens de la ville, de faire leur travail. Bon, aux élus, on est habitués maintenant, hein. Mais vous mettez en cause l'activité des techniciens, de la ville, de l'agglo, des services de l'État, et en plus, vous avez l'air de dire que manifestement, faut pas mettre tous les bailleurs dans le même panier, hein. J'ai l'impression que vous mettez tout le monde dans le même panier en disant attention, faut vraiment faire attention. Ce sont que des gens qui vont chercher à essayer de vous embrouiller, qui ne sont pas là pour essayer d'améliorer le bien-être de vos habitants. Si vous partez en discussion comme ça d'emblée avec les bailleurs, vous allez avoir quelques soucis à un moment donné, hein. C'est un petit peu le ressenti qu'on peut avoir. Je vais pas être le seul à avoir ressenti comme ça. Maintenant, si vous venez aux différentes commissions, les commissions, elles sont là justement pour vous donner des explications. Je tiens à signaler qu'au niveau des commissions, votre présence est, pour l'instant, je me renseigne sur vos présences aux commissions, qui sont là. Le moment où on fait justement les explications, on peut vous donner tous les éléments pour que vous ayez un réel aperçu de ce qui est mis en place. Votre présence aux commissions laisse fortement à désirer. Je pense qu'il faut aussi que les habitants qui ont voté pour vous soient au courant qu'en présentiel, c'est pas votre fort pour l'instant. Pour la rue Faidherbe. Pour la rue Faidherbe, les habitants qui veulent nous contacter peuvent venir en mairie, demander des informations. Le permis de construire a été déposé. Il y a eu une communication qui était très importante sur le fait qu'il allait y avoir un collectif qui allait être construit sur ce site. Donc les grues, elles n'ont pas débarqué comme ça du jour au lendemain. Je me suis couché, il n'y avait rien, et le lendemain, je me suis levé, il y avait une grue. Donc s'ils ont une question à poser, bien évidemment, les services sont là, les élus référents sont présents. Et tout ce qui est question d'accident, de choses comme ça, dès qu'il y a un chantier quelque part, dans ce cas-là, le chantier qui est en fin d'aménagement au niveau du cœur de ville, l'ancienne friche Champion, même chose, si dès qu'il y a une grue à proximité d'habitation, on commence à se dire attention, la grue va peut-être tomber, on ne fait plus aucune construction nulle part. Donc bien évidemment, il y a des règles qui sont à respecter, et c'est des autorisations qui sont validées par les différentes parties, et donc la construction qui est mise en route. Tout le monde était au courant qu'il allait avoir un collectif qui allait apparaître là. On avait communiqué largement en conseil municipal lors de la préparation des élections sur le bâtiment. Il y a eu un visuel qui a été montré, qui a été donné, on voyait exactement ce qui allait être fait. 48 ou 49 logements réservés pour les personnes seniors, on va dire, et personnes porteurs de handicap. Tout le monde était au courant du projet. Donc s'ils veulent des questions complémentaires, ils peuvent nous contacter.
En tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je n'ai pas connaissance d'un collectif de la rue Fédherbe. On n'a pas été sollicité. Et pour le collectif Place Roger Salengro, on est déjà intervenu à plusieurs reprises. Il y a déjà eu également des réponses qui ont été faites via le service à la personne qui vous sollicite régulièrement et qui est également sur votre liste. Il y a un travail qui est fait avec Partenaire sur les obligations de Partenaire. La ville n'a pas à intervenir sur les travaux du bâtiment. C'est un bâtiment qui n'est pas communal. Donc je le répète, comme je vous l'ai déjà répété à plusieurs reprises, la ville n'interviendra pas sur le traitement du bâtiment. De toute façon, ce n'est pas notre... Légalement, on n'a pas à intervenir sur ce bâtiment qui n'est pas communal. Donc il y a des discussions en cours. Le bailleur, donc Partenaire, a fait des propositions donc au conseil d'administration, au conseil syndical de ce bâtiment, avec effectivement des travaux à faire dans le cadre du traitement des parcelles communes, notamment dans le cadre des problématiques qu'il y avait au niveau des balcons. Mais après, nous directement à la ville sur ce sujet-là, on n'a pas la main, on a simplement des réunions régulières avec le bailleur pour faire avancer les choses, pour sécuriser le bâtiment qui a été sécurisé. Et après, la sécurisation qui doit être mise en place, elle est toujours soumise aujourd'hui en discussion entre Partenaire, le conseil syndical et la ville sur la faisabilité et qu'est-ce qu'on envisage, qu'est-ce qu'ils envisagent de faire pour sécuriser ce bâtiment. Donc la réponse aujourd'hui, elle reste celle qu'on vous a donnée la fois dernière. C'est pas qui. S'il y a lieu d'intervenir, on interviendra dans le cadre de notre obligation légale, mais aujourd'hui, on n'a pas d'intervention à faire sur un bâtiment qui ne nous appartient pas. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. 4 abstentions. Voté à l'unanimité. À la majorité. Je pense que les habitants sont contents de savoir que vous refusez les différentes actions que les bailleurs proposent pour améliorer leurs conditions. La 9e délibération, c'est la demande de subvention pour l'action Ma famille et les écrans. C'est Madame Gondy qui la présente. Merci. Donc, depuis 2020, l'appel à initiative parentalité du département du Nord vise à impulser et coordonner des actions de soutien à la parentalité, en prévention des difficultés et ruptures familiales. Dans ce cadre, il est proposé l'action Ma famille et les écrans, qui s'adresse aux parents et enfants, plus précisément sur la place du numérique dans la famille, avec les enjeux, les risques et les bénéfices. Donc, l'action va se dérouler en 3 phases. La première phase prendra la forme de groupes d'échange, au cours desquels on va sensibiliser les uns et les autres sur les enjeux du numérique, avec évidemment les risques qu'on connaît sur une utilisation inappropriée ou parfois très longue des écrans. Dans la phase numéro 2, sur une phase numéro 2, on va cette fois-ci partager des activités avec les enfants et les parents pour leur permettre de découvrir les usages, d'apprécier les moments où on peut faire les mêmes choses sans écran, mais si on les fait avec écran, d'en avoir une utilisation adaptée. Et dans une 3e phase, ça sera pour aider les parents à co-construire une utilisation à la maison. D'avoir vraiment en tête un petit peu quand même les enjeux d'une trop grande présence sur les écrans ou d'une présence inappropriée. Donc le coût total de cette action est de 7 280 €. Et donc nous, on va demander évidemment une subvention à travers le conseil municipal. Il faut savoir que cette action rentre également dans le cadre de la cité éducative et que du coup, la partie qui restera à la charge de la ville pourrait aussi être prise en charge dans ce cadre-là. Je vais revenir sur le nombre des personnes qui sont prévues à participer à ces ateliers. Évidemment, ce nombre de personnes va être déterminé par une action collaborative entre les directeurs d'école, les médiateurs et également tous ceux qui s'occupent du classe, puisqu'ils ont déjà cette connaissance des familles en difficulté ou des parents qui auraient plus ou moins besoin d'être aidés. Donc on a pris des chiffres prévisionnels. Vous voyez 48 prévus pour les parents et 70 pour les enfants.
sachant que par école, on a une dizaine d'écoles, puisque maternelle et élémentaire sont concernées. Donc ça fait en moyenne 4-5 par an. On ne peut pas savoir d'avance, mais les chiffres ne seront pas non plus fermés. Mais on compte à peu près 4-5 parents par école, et puis 7-8 enfants par école aussi. Donc répartis sur le nombre d'écoles, on arrivait à peu près à ces chiffres-là. Mais bon, ça va être revu en fonction aussi des demandes et du volontariat aussi des parents qui souhaiteront s'engager dans ces actions-là. Donc sur ces bases, il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter une subvention de 4 800 € pour l'action « Ma famille et les écrans » auprès du département du Nord et à signer tous les documents relatifs à cette action. Merci Madame Gandy. Y a-t-il des questions sur cette délibération, Madame Wallerand? Oui, je voudrais juste souligner, vous remercier d'avoir répondu à mes questions, même si ce sont des questions que j'ai posées lors de la réunion des présidents de groupe, et aussi souligner que c'est une très bonne chose et que c'est une proposition qui faisait partie de notre programme du groupe Oui je veux changer ma ville. En revanche, 4 à 5 parents par école, j'ose espérer que ce chiffre sera étendu effectivement en fonction des besoins, parce que je ne pense pas que ce soit suffisant. Merci. Oui, c'est ce que j'ai Madame indiqué, Gandy. C'est ce que j'ai indiqué. Après, il y a des écoles où il y aura peut-être plus de demandes que d'autres. Voilà, on a donné quelques chiffres parce qu'il fallait bien quand même qu'on arrive à cibler un petit peu. Mais bien évidemment, autant au niveau des enfants que des parents, ça sera vu avec les médiateurs, avec tous les travailleurs sociaux qui travaillent sur ces sujets-là, en accompagnement de la parentalité. Il n'y a pas d'autres questions. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 10e délibération, ce sera Madame Dutrieux qui va la présenter. C'est une convention pour l'adhésion au label Espace sans tabac. Madame Dutrieux. Merci Monsieur le maire. Donc la Ligue nationale contre le cancer a créé en 2012 un label Espace sans tabac. Donc il s'agit dans un cadre conventionnel de labelliser des espaces non fumeurs. Il est proposé de rejoindre le réseau des villes adhérentes au label et de déterminer les espaces non fumeurs. Il est donc proposé de retenir les espaces suivants: les abords de tous les établissements scolaires, écoles maternelles et élémentaires, collèges et lycées, les parcs, les abords des équipements sportifs ouverts et sportifs de plein air, les aires de jeu. Ceux-ci pourront être étendus à d'autres abords d'autres lieux. Une signalétique spécifique fournie par la Ligue contre le cancer permettra d'identifier ces espaces sans tabac. La Ligue assurera par ailleurs une communication autour de cette opération. Il est donc demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec la Ligue contre le cancer pour la labellisation espace sans tabac sur le territoire d'Orsay. Merci Madame Dutrieux. Y a-t-il des questions sur ce label Espace sans tabac? Monsieur Jamjam. Non mais sauf que l'exonération qui est proposée, on revient sur la délibération 8, c'est une délibération, c'est imposé par l'État avec une validation certes des villes sur le fait qu'on propose de refaire un retrait sur la ville d'une compensation avec des actions, et c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. C'est des actions en faveur de l'habitant et vous votez contre. J'ai le droit aussi de ne pas comprendre votre position. Donc chacun joue son rôle. En plus, le collectif 23, je reviens, il n'est pas en politique de la ville, il n'est donc pas concerné par cette délibération, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'il faut rester aussi dans le cadre de ce qu'on évoque. Vous avez le droit on peut ne pas être d'accord sur différentes délibérations, bien évidemment. Mais après, je peux aussi me surprendre du fait que vous n'êtes pas favorable au fait qu'on fasse une exonération aux bailleurs pour faire des actions pour les habitants. J'ai le droit aussi
de trouver que votre position me semble complètement illogique, pas responsable et pas en faveur de nos habitants. On peut avoir chacun une position différente et l'exprimer. Voilà. Délibération numéro 10. On ne l'a pas voté, mais juste pour information, donc bien évidemment, il y aura d'abord une grosse communication qui sera faite. Et puis, il y a possibilité, donc ensuite, si ce n'est pas appliqué, de verbalisation. Actuellement, les montants, c'est 38 € pour information. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 11e délibération, c'est la fusion des écoles élémentaires de Gaulle et maternelle Tavernier en un groupe scolaire. L'actualité nous a rattrapé sur cette délibération. J'aurais juste 2 secondes pour évoquer un petit peu donc, la mémoire de Bertrand Tavernier. Quelques personnes ici dans la salle ont participé en tant que fudérants au film Ça commence aujourd'hui, donc avec Philippe Torreton. Et dire qu'effectivement, ça avait été donc film de 1999, un moment important hein, sur notre territoire, raison pour laquelle à l'époque André Parent avait décidé donc de rebaptiser donc cette école rue derrière donc l'école maternelle Bertrand Tavernier. Donc je vais laisser soin donc à Madame Gondy de présenter cette délibération. Et j'évoquerai également que bien évidemment Bertrand Tavernier ne va pas disparaître complètement de ce site, puisqu'on va réfléchir pour soit on remettra une plaque commémorative ou en tout cas un lieu qui sera encore labellisé Bertrand Tavernier. Mais vous comprenez bien que dans le cadre de la fusion des écoles élémentaires de Gaulle et maternelle Tavernier, à un moment donné, il y avait bien un choix à faire pour savoir quel nom on maintenait sur ce groupe scolaire. Je laisse le soin à Madame Gondy donc de présenter cette délibération. Merci. Donc en préambule, je vais quand même faire un petit rappel qui sera valable également pour la délibération suivante. Comme vous le savez peut-être ou pas, la commune a la charge de la construction, de l'entretien, du fonctionnement des écoles publiques. Donc c'est elle qui décide de la création, de l'implantation des écoles, de même de la modification de leur capacité d'accueil, de la désaffectation d'une école, du changement d'implantation. Donc la fusion de 2 écoles correspond à leur réunion en un lieu unique. Donc depuis la rentrée 2020-2021, l'école élémentaire de Gaulle et l'école maternelle Tavernier sont composées respectivement de 8 et 4 classes dont la direction des 2 écoles est assurée par la même directrice. La fusion administrative de ces écoles maternelles et élémentaires en un seul groupe scolaire, proposée par Madame l'inspectrice de l'Éducation nationale, a pour but de renforcer la cohérence pédagogique et administrative de ce groupe, d'apporter une continuité pédagogique de la petite section maternelle jusqu'au CM2, d'équilibrer les effectifs sur une seule école, et du coup ça permet aussi une certaine souplesse sur le nombre d'enfants par classe, et d'éviter quelquefois une fermeture de classe, permettre aux enfants de grande section le passage directement en CP sans avoir à se réinscrire, puisqu'il y avait 2 écoles. Quand on passait de la fin de maternelle à l'école de CP, à l'école élémentaire, il fallait se réinscrire. Donc là, ça ne sera plus la peine puisque ce sera un seul et même groupe. Et du coup, nous avons présenté cette modification lors des conseils d'école du 12 février. Les représentants des parents et les enseignants ont été consultés et ont voté cette fusion à l'unanimité. Donc, concernant la dénomination de ce groupe scolaire, il est proposé de garder le nom de l'école élémentaire de Gaulle. Et comme l'a dit Monsieur le maire, on se réserve le droit, et puis du moins on va en discuter, je pense, avec les écoles l'école concernée, de garder une salle ou un lieu qui gardera le nom de Tavernier, puisqu'effectivement il y a une histoire liée à ce nom-là et la ville d'Anzin. Donc voilà, donc sur ces bases, il vous est proposé de décider de la fusion des écoles élémentaires de Gaulle et maternelle Tavernier et de nommer ce futur groupe scolaire École de Gaulle. Merci Madame Gondy. Y a-t-il des questions? Monsieur Jamjam. La réponse vous a été donnée déjà en amont. On vous a dit que la fusion permettait plutôt justement de limiter les fermetures de classes pour redispatcher différemment le nombre de classes. Et en plus, il y a un intérêt aussi, parce que la directrice elle a plus de possibilités d'avoir un détachement complet ou à mi-temps que quand les structures sont plus petites. Donc il y a en plus des intérêts déjà évoqués auparavant, il y a ces éléments-là à reprendre en compte. Pas d'autres questions?
Passons au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 12e délibération, cette fois-ci, c'est la fusion des écoles maternelles Jaurès et Gambetta suite à la fermeture administrative de l'école Gambetta. Madame Gandy. Donc voilà, le contexte est le même que celui que j'ai présenté précédemment. Par contre, ici, donc, nous avons le nombre d'élèves moyens accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis par le DAZEN. Et il agit évidemment sur délégation du recteur d'académie. Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, les écoles maternelles Jean Jaurès et Gambetta disposent d'une direction administrative commune avec deux structures bien distinctes. Donc il y a la même directrice sur les deux écoles. Courant janvier 2021, Madame l'inspectrice de l'Éducation nationale a informé le maire de la commune qu'au vu de la baisse constante des effectifs de l'école Gambetta, soit à peu près 30 élèves, voire même un peu moins, parce qu'il y a un petit peu d'absentéisme quand même pour deux classes, le retrait d'un emploi par l'inspection académique était envisageable et que cela aurait pour conséquence la fermeture de l'école. Bien évidemment, s'il ne reste qu'une seule classe dans une école, avec un seul enseignant, c'est quand même problématique d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue si le maître restant est absent, quid des enfants. Donc jusqu'à présent, on leur demandait de reprendre leurs enfants, donc c'était pas forcément très confortable pour les parents. Par ailleurs, les grandes sections de l'école maternelle Gambetta se déplaçaient déjà à l'école maternelle Jaurès pour un certain nombre d'activités, puisque à l'école Jaurès, qui est toute neuve, il y a un matériel quand même pédagogique plus adapté, plus moderne et plus nombreux aussi. Donc c'est vrai que ce regroupement a quand même pas mal d'avantages au niveau des enfants, mais aussi au niveau des effectifs, justement, pour éviter des fermetures de classes à l'avenir. Puisque du coup, il est possible d'équilibrer les classes de façon plus harmonieuse, à savoir que là, pour la prochaine rentrée, donc la directrice travaille déjà sur des répartitions, puisqu'elle a déjà actuellement entrepris les réinscriptions qui sont ouvertes depuis le 1er mars. Donc par exemple, là, donc, sur les deux écoles fusionnées, on va avoir deux classes de toutes petites et petites sections, donc avec une moyenne de 23 élèves par classe. On peut monter jusqu'à 27, mais 23 déjà c'est tout à fait acceptable. Sur les moyennes sections, il y aura aussi deux classes avec 23, 24 élèves. Et sur les grandes sections, là pour le coup, on va avoir des classes dédoublées avec 13, 14 élèves par classe. Donc vous voyez qu'au niveau des effectifs, c'est tout à fait confortable pour faire travailler les enfants dans de bonnes conditions. Donc bien évidemment, il y aura aussi, ça va faciliter aussi les échanges des parents avec la directrice, puisqu'elle sera sur place tout le temps, alors que de l'autre côté, il y avait une permanence qui était assurée. Donc du coup, nous avons présenté cette fusion lors des conseils d'école en date du 16 février dernier. Madame l'inspectrice d'académie de l'Éducation nationale était présente et a annoncé que pour sa part, l'Éducation nationale donc, nous retirait un emploi à Gambetta, avec donc pour conséquence la fermeture d'une classe. Donc du coup, nous avons pris la décision de fermer l'école Gambetta à la prochaine rentrée scolaire et regrouper les enfants de l'école maternelle Gambetta dans l'école maternelle Jean Jaurès. Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal de prononcer la fermeture de l'école Gambetta et de décider du transfert des classes vers l'école maternelle Jaurès. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Janjan.
Alors, monsieur Jam Jam. Délibération du 24 juin 2019, c'est là qu'on a présenté donc la convention financière sur le document que vous évoquez. Sur ce document, on évoque effectivement les équipements publics et autres. Document qui se projette. Pour vous redonner une idée, Carpo 2008, dossier en rue, on est en 2021, c'est pas encore fini d'être aménagé. Donc un dossier en rue, on sait que ça met 10 à 12 ans. Vous m'avez reproché lors de la dernière campagne électorale que j'avais pas de visibilité à long terme, que je ne voyais que sur un mandat, que je ne voyais pas au-dessus. Et quand on se projette sur plus de temps, ah bah ça vous va pas non plus. Donc délibération du 24 juin 2019, effectivement, est évoquée, notamment les démolitions de la place de la Bleusborn, qui sur ce document était marqué en 2019, arrive en 2021. Comme tout dossier en rue, il y a des choses qui vont plus vite, moins vite que d'autres. Est évoqué également, effectivement, dans ce dossier, le regroupement des écoles maternelles Grand Péta et Jaurès dans l'école maternelle Jaurès réhabilitée. Lorsqu'on a passé au vote sur cette délibération, où était évoqué le regroupement des écoles maternelles Grand Péta, votre groupe, il y a un changement de nom, mais c'est votre groupe, a voté à l'unanimité cette délibération. Il n'y a pas eu de questions spécifiques sur ce sujet. On a toujours dit, clairement, que tant qu'on pouvait garder l'école Gambetta fonctionnelle, elle resterait fonctionnelle. L'année dernière, on aurait déjà pu fermer l'école Gambetta. Cette année, on nous dit que vous n'avez pas communiqué. On a l'information au mois de janvier par l'inspectrice comme quoi qu'on a une projection sur les fermetures et les ouvertures d'écoles et qu'il y a donc une fermeture envisagée sur Gambetta. On a la confirmation de cet état de fait quelques semaines plus tard. Il a donc été validé le fait qu'il fallait donc informer en premier lieu les parents d'élèves et donc dans le cadre du conseil d'école, puisque dans le cadre de la crise sanitaire, les réunions publiques ne sont pas autorisées. D'accord ? En date du 16 février, l'inspectrice annonce le retrait d'un emploi légal en Gambetta et à ce titre déclare qu'il n'est pas concevable de laisser une seule classe de multiniveau et un seul enseignant dans cette école. Par contre, c'est vrai qu'après, et ça c'est récent, puisque c'est M. Macron qui a validé le fait que sur les fermetures d'écoles, c'est vrai que le maire avait donc le dernier mot là, depuis 1 an. Comment vous allez justifier que l'on maintient dans une commune où il y a 14 000 habitants une école avec une classe? Il va arriver le moindre problème, je ne suis pas sûr que vous viendrez me défendre parce qu'il y aurait eu un problème sécuritaire sur cette école avec un seul enseignant. Donc certes, on peut effectivement prendre des positions en n'ayant pas tous les éléments en main, mais une fois qu'on vous donne tous les éléments, c'est jamais de cœur qu'on annonce qu'on ferme une école. Je préfère en ouvrir, aller en inaugurer, aller faire des réhabilitations que de fermer une école. Aujourd'hui, on est sur une école qui progressivement perd de l'effectif. Une école qui aujourd'hui va fonctionner avec une seule classe. Mais comment voulez-vous faire fonctionner une école avec une classe? C'est impossible. C'est juste impossible. Non mais attendez, je vous ai pas donné là. Quand vous voulez parler, vous levez la main. Voilà. Et je vais finir le sujet. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas de possibilité d'envisager une autre solution rationnellement parlant pour des raisons éducatives aussi et sécuritaires et sanitaires. Quand vous évoquez le Pôle emploi, c'est pas parce qu'il y a des gens qui vont travailler au Pôle emploi qui viennent avec leur récolte, avec leurs enfants travailler. Je veux dire, ces personnes habitent sur des sites. Le Pôle emploi ne va pas amener des enfants à proximité de l'école. La construction sur ce projet, les constructions sont validées sur une deuxième phase, maximum 12 logements. Donc 12 logements, ça ne va pas ramener 40 enfants sur ce secteur géographique. Et aujourd'hui, on a justement eu un point sur où on évoque un petit peu le fonctionnement de la ville d'Anzin. Quand on prend les différentes écoles par rapport aux habitations, il y a peu de communes où on fait un trajet aussi peu important entre une habitation et une commune, car on est une ville qui a peu de kilomètres carrés avec beaucoup d'habitations. Donc on n'est pas sur des communes qui sont beaucoup plus étendues et pour aller à une école, ils sont obligés de faire 4-5 km pour y accéder. Donc aujourd'hui, effectivement, ça va rallonger un petit peu la zone géographique, pour ceux qui sont notamment après le pont de la Bleusborn.
mais en sachant qu'on a réhabilité et favorisé donc l'accessibilité par la rue du commandant Fabry. Vous m'évoquez qu'il y aura plus de véhicules, mais il y a déjà des enfants, des parents qui allaient à Gambetta, maternelle Gambetta et élémentaire Jaurès. Donc ils prenaient leur voiture, ils allaient les déposer à Gambetta, ils reprenaient la voiture, ils partaient à Jaurès avec leur voiture. Donc il y avait déjà un ratio de personnes qui prenaient leur voiture pour aller à Jaurès. Et puis je vais vous rassurer, puisqu'on est en train de travailler, on a validé lors de notre dernière réunion d'adjoints, qu'il va y avoir une réhabilitation complète du parking Jaurès pour justement anticiper l'arrivée des enfants de l'école Gambetta. Aujourd'hui, le nombre de places de parking affichées sur Jaurès sont autour de entre 42 et 44 places. On va être à 84 places après l'aménagement qui sera effectif pour le mois de septembre. Un budget de 150 000 € va être mis en place pour améliorer l'accessibilité à cette école. Donc, peut-être qu'on ne prévoit pas tout, mais en tout cas, sur ce sujet, pour améliorer l'accessibilité de l'école, qui est déjà sécurisée par l'arrière du bâtiment, on va doubler les capacités d'accueil des parents et on va demander aux enseignants de se garer sur le parking spécifique sécurisé de la salle de la Bleusborn, où il y a de nouveau une quinzaine de places. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, entre les 40 places qui existent pour les enseignants et les parents, on va passer à 100 places pour les enseignants et les parents. Donc on ne peut pas dire qu'on n'essaie pas de faire le maximum des choses pour que tout se passe du mieux, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois il y a des décisions difficiles à prendre, mais malheureusement, nous sommes là pour les prendre quand il n'y a pas d'autre solution. Et là aussi, je le répète, c'est l'intérêt général qui prime. Lorsque j'apprends que, effectivement, même quand il y a une école avec 2 classes, que quand l'enseignante n'est pas là, que les parents arrivent et qu'on leur dit « on est désolé, on ne peut pas prendre vos enfants, vous repartez avec eux », je suis désolé, à partir du moment où l'école est obligatoire à partir de l'âge de 3 ans, et qu'on ne peut pas les prendre parce qu'on n'est pas en capacité de les prendre, je trouve ça complètement inégalitaire entre les enfants. Donc si on veut un traitement égalitaire entre tous, il faut qu'on leur mette la possibilité d'avoir un enseignement et d'être accueillis, même si un enseignant n'est pas là. Donc même avec 2 classes, avec le recul, je me dis que tout compte fait, vu le contexte général qu'il y a actuellement, on aurait pu la fermer encore plus tôt si c'était nécessaire. Donc là, il n'y a pas eu de mensonge, vous laissez sous-entendre que des mensonges. Je tiens simplement à rappeler que votre groupe a bien voté cette délibération. Sinon, ils auraient pu s'abstenir ou voter contre. Vous l'avez validé, vous étiez donc d'accord sur le projet qui était proposé à l'époque. Et là, d'un seul coup, hop, ça vous pose problème. Simplement qu'il ne fallait pas être Nostradamus pour deviner qu'à un moment donné, cette école, qui est en effectif décroissant avec un bâtiment qu'il est comme il est, c'est sûr que aujourd'hui, ce bâtiment ne correspond plus aux normes qui sont nécessaires pour l'accueil des enfants. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. 4 abstentions. Voté à la majorité. La 13e délibération, les subventions de fonctionnement aux associations exercice 2021. Monsieur Vincent. Merci, monsieur le maire. Donc, comme chaque année, la ville d'Orzin apporte des soutiens financiers aux associations de la commune. Donc, cette aide permet de favoriser la participation de tous à la vie locale et de soutenir le développement de celle-ci sur l'ensemble du territoire. Donc, pour ce faire, les initiatives et la libre expression des associations dans tous les domaines tels que la vie artistique, culturelle, sport, la vie locale, la santé, le vivre ensemble sont encouragés. Les associations sont acteurs essentiels de la commune. Au plus proche des territoires et de leurs habitants, elles constituent aux côtés de la commune des espaces d'initiative et de participation des citoyens. Donc, conformément à l'article L 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, toute association, œuvre, entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. Donc, tout groupement, association, œuvre, entreprise qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leur budget et de leur compte de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître le résultat de leurs activités. L'octroi de la subvention est donc subordonné au respect des obligations légales et à l'utilisation effective des subventions versées des exercices précédents dans le cas
de reconduction. Pour tout dossier arrivant après l'échéance fixée, une réfaction de 10% du montant de la subvention sera appliquée sur le montant de la subvention votée. Donc sur ces bases et conformément à l'avis de la commission C3 réunie le 17 mars 2021 et la commission C6 réunie le 16 mars 2021, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir attribuer et verser les subventions aux associations comme indiqué dans l'annexe joint. Donc ces crédits sont inscrits au budget 2021. Je tiens quand même à remercier monsieur le maire de m'avoir octroyé la même enveloppe que l'année dernière, c'est-à-dire qu'en fait, pour éviter que les associations n'aient une baisse comme ça a pu se faire dans d'autres communes, en sachant qu'elles n'avaient pas eu d'activité pratiquement sur 2020, a été décidé que ces subventions gardaient la même enveloppe pour que nos associations puissent, dès que possible, bien sûr, je dis bien, pouvoir repartir sur de bonnes bases en ayant une trésorerie correcte. Donc voilà, je tenais à remercier monsieur le maire de cette confiance qu'il a envers ces associations auzinoises. Donc monsieur Vincent, donc madame Dutrieux ne participe pas au vote des subventions aux associations scolaires. Je crois que j'ai vu avec les services pour justement refaire un point. On va voter, on va pas tout voter en même temps pour éviter qu'il y ait de gags. En théorie, vous ne participez pas, mais en théorie, il faudra même sortir de la salle, hein, si on doit appliquer les textes en vigueur. Donc, je tiens à rappeler effectivement que les services ont demandé, comme les autres années, aux associations de remplir le formulaire habituel pour les demandes de subvention. Le service, les adjoints sont venus pour m'évoquer les subventions qui auraient dû être données. Et c'est vrai que j'ai demandé à ce qu'on fasse une année blanche, entre guillemets, pour ne pas pénaliser les associations qui ont déjà, moralement, c'est déjà difficile. La reprise va pas être facile, parce que pour tout le monde, les bénévoles, il va falloir qu'ils se remettent en action, ils ont pris d'autres habitudes. Les adhérents, même chose. Pour toutes les associations, à peu près, c'est 20 à 45, voire 50% de baisse d'adhérents. Et donc j'ai demandé à ce qu'il n'y ait pas de traitement différent par rapport à l'année précédente, et on reverra en 2022 comment on se remet d'équerre, si je puis dire, en fonction du fonctionnement de 2021, de vos capacités financières, etc., pour pas vous remettre les différentes associations en difficulté. Mais c'est vrai, comme il a dit, il y a des associations qui, sur d'autres communes, ont baissé entre 20 et 40% de baisse de subventions. 40% de baisse de subventions, ça commence à faire mal, hein. Alors, pour les associations scolaires, moi j'avais noté, les services m'avaient noté, monsieur Vincent, madame Dutrieux ne peuvent pas participer. Monsieur Jamjam également. Donc je propose de faire voter les subventions aux associations scolaires, de considérer que ces 3 personnes ne participent pas au vote et se sont retournées et ne nous ont pas obligés à voter la subvention. Qui vote contre? Abstention, voté à l'unanimité. Pour les associations culturelles, j'ai madame Pires. Y a-t-il d'autres élus qui ne peuvent pas participer? Qui votent contre? Abstention, voté à l'unanimité. Pour les associations sportives, ne peuvent pas participer monsieur Levent, madame Bernard, moi-même, monsieur Ferring, puisque vous votez pour monsieur Ferring, et monsieur Jamjam. Donc, ces 5 personnes ne participent pas au vote et ne sont pas présents, on va dire, au moment. Donc là, c'est monsieur Vincent qui va passer pour le vote, c'est lui qui va faire voter pour les subventions aux associations sportives. Alors, pour les subventions aux associations sportives, qui est contre? Abstention, donc voter à la majorité. À l'unanimité. Subventions aux groupes locaux, monsieur Beljouri, qui ne prend pas part au vote. Y a-t-il d'autres personnes? Non. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention, voté à l'unanimité. Sur les subventions fonctionnement aux associations, est-ce qu'il y avait des questions? C'est vrai que du fait, comme je voulais vraiment être bien strict, hein, pour pas qu'il y ait de gag. Monsieur Jamjam. Bon, même chose, hein, en commission, ces sujets-là ont été évoqués.
Quand il n'y a pas de demande, c'est parce qu'ils n'ont pas remis de dossier. Ensuite, il y a des associations, je pense au judo, qui ont appelé en disant on considère qu'on n'a rien fait, on a de l'argent dans les caisses, on ne veut pas solliciter d'aide publique. Pour le club des anciens, même chose, malheureusement pour eux, ils sont fermés depuis mars. Ils ne savent toujours pas quand est-ce qu'ils vont reprendre, donc ils nous ont quand même demandé une subvention s'ils peuvent reprendre. Ils se projettent peut-être septembre-octobre, mais sans savoir plus. Donc en fait, généralement, les peu de baisse qu'il y a eu quand il n'y a pas eu de demande, c'est parce qu'il y a soit pas de retour des dossiers, soit parce que c'est l'association qui nous a demandé de diminuer les subventions. Ensuite, sur le contexte pluriannuel, généralement, c'est des conventions qui se font, par exemple, sur des conventions tripartites, quand il y a des conventions style culturel avec l'agglo, les villes, la région, le département. Les conventions pluriannuelles, c'est toujours un peu plus compliqué à mettre en place. Il peut y avoir un intérêt, c'est pour les associations où effectivement il y a des aides financières très importantes, mais avoir une convention pluriannuelle pour des associations qui n'ont pas de subventions conséquentes, il n'y a pas d'intérêt. Et puis nous, il faut aussi qu'on ait un contrôle. Il y a un contrôle tous les ans qui est fait en fonction des différents documents que l'on demande à toutes les associations. Et si vous voulez avoir les critères qui rentrent en ligne de compte pour le calcul des subventions, j'en ai donné une grande liste déjà à Madame Wallerand quand on s'est vu en réunion de président de groupe. Vous demandez ça au responsable du pôle, M. Jean-François Dupas, mais la liste, enfin, le mode de calcul a été réacté, retravaillé il y a 4-5 ans par M. Vandeville, de façon collégiale à l'époque, avec différents critères qui rentrent en ligne de compte, le nombre de licenciés, le nombre d'Anzinois, le nombre de personnes qui encadrent, les personnes qui sont diplômées, le niveau auquel vous participez, bien évidemment, en fonction des performances de vos équipes ou des athlètes, quand c'est des sports individuels, ça rapporte des points complémentaires. Les frais de transport, mais les frais de transport dans le cadre de championnats officiels. Si vous êtes une fédération affinitaire ou une fédération française de rugby, de foot, etc., ou si c'est de l'UFOLEP. Donc il y a plein de critères en ligne de compte, et à partir de là, il y a des points, ça rentre dans la moulinette, et il y a un nombre de points qui sort et qui correspond à une aide financière en fonction de ces différents éléments-là. Rentre aussi en ligne de compte les associations qui participent aux différents événements que l'on met en place. Quand on fait le forum des assos, ceux qui viennent jamais, ils ont moins de points. Ceux qui participent, quand on les sollicite pour éventuellement venir faire des actions communales ou avec les écoles, comme ça avait été mis en place dans le cadre de périscolaire, tous ces éléments rentrent en ligne de compte et amènent des points complémentaires. Donc, il y a donc un mode de calcul qui est mis en place, mais qui n'est pas spécifique à la ville d'Anzin, qui est spécifique aux différentes collectivités territoriales, avec peut-être après à chaque fois un petit point complémentaire qu'on a voulu remettre en avant pour ceux qui prennent par exemple des personnes porteurs de handicap. Il y a des compléments également. Donc il y a différents critères, mais le travail était fait à l'époque en fonction de ce qui était fait déjà auparavant pour le réactualiser et ce qui est fait dans les autres communes avoisinantes ou hors de l'agglo. Mais ce sont des critères classiques pour les attributions de subventions. Pas d'autres questions? On change de délibération. Valorisation du patrimoine, je pense qu'on va pouvoir faire 14, 15, 16 en même temps, puisque c'est une valorisation de patrimoine sur 3 bâtiments différents. Monsieur Berrier. Merci, monsieur le maire. Donc effectivement, les 3 délibérations qui suivent concernent la vente d'immeubles. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans cette enceinte quand on a accepté une donation pour l'un des immeubles au Gambetta. Donc le premier immeuble, c'est le 7 rue Malissard, donc la référence cadastrale, c'est la section AM 627. Donc on a acquis cet immeuble suite à une procédure d'expropriation dans le cadre d'une procédure d'abandon manifeste, et la valeur vénale de ce bâtiment est estimée à 37 000 €. Concernant l'immeuble suivant, il s'agit du 44 terre rue Joubert, donc référence cadastrale AO 287, pour de la même façon, après expropriation dans une procédure d'abandon manifeste, et la valeur vénale de l'immeuble est estimée à 45 200 €. Et le troisième immeuble concerne donc la rue Gambetta.
Voilà, le 38 rue Gambetta, référence cadastrale AL 432 et 2 garages rue de l'Union, AL 650 et 951. Donc, suite à la donation, après avoir pris un arrêté d'abandon manifeste, la valeur de l'immeuble est estimée au total avec les garages à 30 000 €. Alors à cette 3 ventes est annexé un cahier des charges qui ménage à la fois les intérêts de la ville et le respect de la réglementation pour vendre ces immeubles dans le cadre d'une procédure légale. Donc à ce titre, moi je vous demande d'approuver les cessions amiables de ces immeubles au plus offrant dans le respect du cahier des charges et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes et documents relatifs à ces aliénations. Merci Monsieur Berrier. A-t-il des questions? Pas de questions. Juste pour évoquer que c'est la suite logique de notre politique de lutte contre l'insalubrité, en rappelant qu'on reste toujours un petit peu la tête de proue au niveau de l'agglo sur ce genre de procédure. Bon, alors, qui vote contre? Abstention, voté à l'unanimité. La 17e délibération, c'est un déclassement a posteriori de la parcelle anciennement cadastrée AC 146 rue des Fusiers prolongée. Monsieur Berg. Donc cette parcelle on parlait de l'école Gambetta, mais je parle de l'ancienne école Gambetta qui se trouvait près du camp Renan. Donc à cette époque, les terrains ont été vendus en totalité à la société Grémont-Prêt, et une des parcelles a échappé à cette vente, elle est restée dans la propriété de la ville. Donc c'est cette section AC 146 pour une superficie de 1888 mètres carrés. Donc on vous demande aujourd'hui, afin de permettre aux notaires parisiens de régler définitivement la vente logistique Grémont-Prêt, d'autoriser Monsieur le maire à déclasser ce terrain du domaine public avec un effet rétroactif au jour de la cession qui est intervenu le 26 mai 2006. Donc bien sûr cette parcelle sera cédée à l'euro symbolique comme il était prévu dans le contrat initial. Si, y a-t-il des questions? Non. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 18e délibération, c'est la construction de la nouvelle agence pour l'emploi, place de la Blosse-Borne. Déclassement des affectations d'une emprise foncière publique à l'angle des rues Jean Jaurès et du Père Pilate. Monsieur Bernier. Donc je vous rappelle la convention que nous avons signée avec Valenciennes Métropole et Concept TI qui est en charge de la construction du pôle emploi sur la Blosse-Borne. Donc c'est la même démarche que celle du précédente qui n'a pas été suivie des faits, mais nous on préfère faire ça de façon immédiate, d'une petite parcelle qui se trouve à l'angle de la rue du Père Pilate, qui rentrera dans la propriété de Concept TI pour la maison pour le pôle emploi. Donc bien entendu cette parcelle on va la céder à l'euro symbolique puisqu'elle va rentrer dans ce domaine. Donc il demande au conseil municipal de valider le déclassement et la désaffectation de cette emprise, de valider l'intégration de cette emprise dans le domaine privé de la ville en vue de sa cession, d'accepter la cession à l'euro symbolique à la SA Concept TI Production pour le programme de construction de l'agence Pôle emploi et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes en rapport avec cette délibération. Bonne chose, y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Abstention, voté à l'unanimité. La 19e délibération, c'est la convention pour le financement de l'opération de requalification de l'îlot d'Aubresse-d'Avancourt, fort de toujours Monsieur Berrier. Donc l'îlot d'Aubresse-Fort se situe donc sur un foncier stratégique situé à la Croix-d'Anzin. Vous comprenez bien qu'on a toute notre attention portée sur ces terrains. Ce projet a été qualifié d'intérêt communautaire le 22 juin 2018. Donc en février 2019, une étude préopérationnelle a permis de définir une programmation autour d'une intervention concomitante sur les logements, construction de 96 logements, dont 69 en accession à la propriété, des espaces publics, alors viabilisation, création de rues, de dessertes et d'aménagement paysager. Donc cette superficie de 2 hectares sera aménagée en 4 phases. Donc la première phase, ce sera la construction de 27 logements LLS, plus 19 logements en accession à la propriété, et sera à l'étude à partir de 2021. Donc on commence à discuter un petit peu avec Valenciennes Métropole sur le sujet. Donc cette maîtrise d'œuvre
sera lancé pour ces espaces aussi en 2021 par Valenciennes Métropole, qui est maître d'ouvrage. Donc cette convention, c'est la convention type que l'on met en place, comme on a mis en place sur le Cité du Mont-de-la-Veine. Valenciennes Métropole a fait le bilan financier de l'ensemble de cette opération. Il y a une dépense résiduelle pour la ville, il a une dépense résiduelle de 1 884 217 € à partager en part égale entre la ville et Valenciennes Métropole. Donc ça concerne bien entendu tout ce qui a été dépensé pour la mise à zéro de cette parcelle. Ça n'intègre pas, à noter, les éventuelles dépollutions. Donc sur cette partie, 707 000 € 109 seront pris en charge par la ville, et vous avez le tableau d'amortissement qui se trouve à la suite sur la répartition sur les 5 ans qui viennent. Donc je vous rappelle aussi que l'intérêt communautaire a été guidé aussi par la ville pour la dépense importante que nous avions fait sur le foncier, à un moment où on en avait à peu près pour 6 millions d'euros si on avait dû mettre fin à la convention avec l'EPF. Donc en fonction de ces éléments, donc bien entendu, si des subventions supplémentaires viendraient à venir, elles viendraient en déduction comme elles l'ont été faites pour la ville. Dans le cadre du Cité du Mont-de-la-Veine, on appliquera le même dispositif. Donc je vous demande donc d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention pour le financement de l'opération de requalification de l'ISO d'Aubras d'Abrancourt-Ford et tous les avenants s'y référents. Merci Monsieur Berrier. Y a-t-il des questions sur cette convention? Monsieur Jamjam. La dépollution, maintenant, ça appartient à l'AGLO. C'est donc l'AGLO qui fait l'estimation du coût de dépollution. Donc ça, c'est le premier point de rachat. Enfin, il rachète à l'EPF. La dépollution, elle va être fonction aussi de l'aménagement, puisque la dépollution n'est pas la même selon qu'on ait construit tel type de logement, si on y fait un espace vert, si on y fait une zone de stationnement. Donc la dépollution, ils sont en train de la calculer. Ils la calculeront en fonction de l'évolution du projet et du projet d'aménagement qui sera acté prochainement sur la première parcelle. Projection d'aménagement, si je vous donne une date précise, vous allez venir me revoir dans 18 mois en disant, lors du conseil municipal du 29 mars 2021, vous m'avez dit que les travaux allaient commencer en juin 2022, ils n'ont toujours pas commencé. Donc je vais vous mettre une projection de travaux, on espère, en fonction de ce qui est programmé avec l'AGLO, de la procédure d'appel qui va être lancée ici très prochainement, on peut espérer un début de travaux sur le deuxième semestre 2022, sur la première phase. Merci. Donc, et ensuite, en fonction de l'avancement des phases, il y a phase 2, phase 3 de part et d'autre. La première phase, c'est une phase un peu centrale. Et la quatrième phase, c'est l'aménagement de la rue du Docteur Vallée, avec déjà des préemptions et des bâtiments qui sont sécurisés par l'EPF, enfin, et essentiellement détruits d'ailleurs, puisque là, ici, les démolitions sont quasiment terminées. Pas d'autres questions? Après, quand vous revenez sur 2014, il faut rappeler qu'il y a eu une modification de loi, puisqu'on était B1, c'est-à-dire éligible à ce qu'il y ait des investisseurs qui viennent avec des avantages fiscaux. Or, peu de temps après 2014, 2015 ou 2016, n'a plus été acté qu'en B1 la ville de Valenciennes et pas les autres communes autour. Donc tous les projets qui ont été proposés, que ce soit sur Valmont ou encore plus sur d'Abrancourt, puisqu'on était moins avancé, n'ont pas trouvé preneur, puisqu'on se prive déjà d'une grosse capacité de construction à partir du moment où il n'y a pas d'investisseurs qui peuvent venir et bénéficier de la Pinel notamment. Alors on passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 20e délibération. Candidature à l'appel à projet de la région des Hauts-de-France, 1 million d'arbres en Hauts-de-France. C'est Madame Dutrieux qui vous la présente. Merci Monsieur le maire. Donc la région lance le plan 1 million d'arbres en Hauts-de-France pour lutter contre les effets du changement climatique, favoriser la biodiversité
limiter les îlots de chaleur en situation urbaine, aider aux infiltrations des eaux pluviales et améliorer le cadre de vie. Ce projet présente des opportunités intéressantes pour mener des actions de communication, de sensibilisation de la population ainsi que pédagogique en faisant participer les élèves des écoles élémentaires lors des plantations, ainsi que tout habitant de la ville qui veut participer à ces plantations. La parcelle proposée est de 500 m². Elle se situe rue du 8 mai 1945. Le financement s'établit comme suit. La subvention est plafonnée à hauteur de 90% hors taxe des dépenses des plants et des fournitures d'un montant total estimé à 11 340 € TTC. Le montant restant à la charge de la commune est de 4 800 € TTC pour la réalisation des prestations en association avec Biforest, qui gère le projet, l'étude et les animations, et 1 050 € TTC pour les 10% de fourniture. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la plantation de 1 500 arbres et arbustes forestiers, la motte à 1 an, de valider le plan de financement tel que repris ci-dessus et d'autoriser Monsieur le maire à solliciter la subvention au titre de l'appel à projet 1 million d'arbres en Hauts-de-France. Et vous avez eu en pièce jointe le dossier de candidature. Un dossier qui est très exhaustif, qui permet de bien comprendre le projet. Y a-t-il des questions? Vous voyez, un 9 arbres abattus, 1500 plantés. Le ratio, il est quand même pas mauvais, là. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 21e, c'est M. Bernier qui reprend la main. C'est le chantier pédagogique découverte du métier de l'horticulture, signature de la convention avec Edelweiss. C'est vraiment une convention très récurrente sur la ville d'Anzin. Merci, monsieur le maire. Bien entendu, quand on a des arbres, il faut les planter, et puis on a besoin d'un coup de main, donc on profite de former des jeunes de l'association du service d'accueil Edelweiss. On le fait chaque année. Les gamins et les gamines qui viennent chez nous sont accueillis et formés par nos jardiniers. Ils sont principalement affectés à la plantation de bacs ou de massifs. Le deal qui est passé entre la ville et l'association, c'est que la ville fournit les bacs et les fleurs, et les enfants qui apprennent avec nos jardiniers fournissent une main-d'œuvre et apprennent leur métier d'horticulture sur la ville d'Anzin. Donc je vous demande d'approuver les termes de cette convention et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention du service d'accueil de jour d'Edelweiss pour ce chantier pédagogique. Y a-t-il des questions? Non, on passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 22e délibération. C'est une convention pour le tri à la source des biodéchets avec la communauté d'agglo de Valenciennes Métropole. Madame Dutrieux. Donc la loi numéro 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire rappelle l'obligation du tri à la source des biodéchets. L'article 88 précise qu'au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s'applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales, dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent ces biodéchets. Dans ce cadre, la communauté d'agglo de Valenciennes Métropole propose, en lien avec les villes, l'installation de sites de compostage partagés. Ces installations reposent sur la signature d'une convention qui engage la ville d'Anzin, entre autres, à désigner des sites d'implantation avec des horaires d'ouverture à la population large, autoriser l'implantation du matériel de compostage sur les terrains, aménager le terrain accueillant le site de compostage avec une surface minimum de 3 m3, de façon à ce qu'il soit facile d'accès et pratique d'utilisation. La pose de dalles, création d'un chemin, aplanissement du terrain, etc. Autoriser le porte-à-porte par le prestataire de Val Métropole dans le cadre de la communication sur le site de compostage partagé. De communiquer tout contact permettant le lien avec les habitants du quartier concerné. De mettre à disposition les moyens techniques permettant des animations sur le site. Une inauguration, remise des bioseaux, récolte du compost.
réapprovisionner le bac de matière sèche si les services techniques interviennent à proximité du site pour des opérations d'élagage, broyage ou de ramassage de feuilles mortes. Conserver en bon état le site de compostage lors d'opérations d'entretien des espaces verts ayant lieu à proximité immédiate du site. Autoriser Valenciennes Métropole à communiquer sur le dispositif presse locale, intervention d'un journaliste, photographe, etc. Donc, sur ces bases, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer la présente convention et les éventuels avenants avec la communauté d'agglomération de Val Métropole. Merci. Donc, dans la convention, vous avez donc ce quoi s'engage la ville et l'agglomération de façon plus précise. Y a-t-il des questions? Non. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. On va passer la main à monsieur Coyer jusqu'à la fin du conseil. Avenant à la convention de mise à disposition des agents des polices municipales des communes d'Anzin, Beuvrages, Petite Forêt, REM, délibération 23. Merci monsieur le maire. Donc effectivement, les villes de Petite Forêt, REM, Beuvrages et Anzin ont noué un partenariat par le biais d'un conseil intercommunal de prévention de la délinquance depuis un certain temps. Ce partenariat se traduit par une coopération renforcée visant à optimiser la présence des agents de police municipale et à apporter une réponse efficiente aux problématiques de sécurité rencontrées sur le territoire. L'année 2021 a également vu une étape importante avec la création donc, de la police pluricommunale sur l'ensemble du territoire de ces 4 communes. Les policiers municipaux donc, qui interviennent sur le territoire des autres communes sont alors mis à disposition conformément au terme d'une convention qui a été signée par monsieur le maire en date après approbation du conseil municipal en date du 24 juin 2019. Donc cette convention est obsolète et donc il est demandé ici ce soir de valider le nouveau projet d'avenant à la convention qui est annexé à la présente délibération et qui fixe des nouvelles dispositions qui s'appliqueront à la police pluricommunale. J'en ai fini, monsieur le maire. Alors je vais juste préciser, rappeler qu'il y a 5 véhicules qui sont mis en commun, que c'est un même logiciel pour faciliter le fonctionnement du logiciel municipal, et que dans le cadre de la verbalisation électronique, c'est un code unique pour avoir un fonctionnement d'une vraie police pluricommunale. Et puis c'est le moment aussi d'informer que ça y est, les pistolets à impulsion électrique de catégorie B6 sont arrivés, que les agents ont passé leur formation. Ils vont donc avoir un pistolet à impulsion électrique qui sera présent dans chaque véhicule de police intercommunale. Y a-t-il des questions complémentaires? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Groupement de commande pour l'acquisition de denrées alimentaires brutes. Approbation de la convention constitutive de groupement. Monsieur Coyer. Merci. Donc effectivement, en 2018, la ville d'Anzin avait décidé d'engager une organisation d'achat commun avec plusieurs villes avoisinantes afin d'acquérir des denrées alimentaires brutes. Il a alors été décidé de privilégier le mécanisme du groupement de commande auquel les communes de Honin, Saint-Saulve ainsi que le CCAS d'Anzin et de Saint-Saulve ont souhaité y adhérer avec comme objectif partagé la rationalisation de l'achat public et la recherche d'une qualité optimale. La ville d'Anzin à l'époque était le coordinateur de ce groupement et un marché a été conclu pour 4 ans. Il faut savoir donc que ce groupement il est prévu de se terminer au 31 décembre 2021. Il a été acté que la ville de Saint-Saulve serait le nouveau coordinateur d'un nouveau groupement. En amont, il est nécessaire d'approuver une convention qui sera constitutive de ce nouveau groupement de commande et qui définit précisément la création du dit groupement ainsi que ses modalités de fonctionnement sur le fondement des dispositions de l'article du Code de la commande publique. La constitution du groupement de commande se justifie uniquement pour la passation de l'accord cadre pour le choix du prestataire commun à l'ensemble des membres et pour la notification du marché. Aussi, chaque membre de groupement s'engage à gérer l'exécution de son marché, commande, livraison et paiement. Sur ces bases, il est donc proposé au conseil municipal de constituer un groupement de commande pour l'acquisition de denrées alimentaires, dont le coordonnateur, je le répète, sera la ville d'Anzin cette fois-ci, d'approuver de signer la convention constitutive de Saint-Saulve, d'approuver de signer la convention constitutive du groupement ci-jointe et de désigner la commission d'appel d'offres du coordinateur compétent pour attribuer les marchés du groupement. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. Nomination des représentants des collectivités membres de l'agence France locale. Monsieur Coyer.
je te rappelle que cette agence nous est utile pour nous aider dans les recherches de financement et autres, pour faire face à nos nouveaux investissements. Et donc là, il est proposé, donc, monsieur le maire en adjoint et moi-même, votre serviteur en principal. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La 26e délibération, c'est l'appel à projet pour la sécurisation des routes en agglomération. Signature de la convention d'attribution. Monsieur Coyer, juste pour signaler que la délibération était déjà passée le 28 septembre 2020, mais le département nous demande d'être un peu plus précis sur le contenu des travaux, donc c'est pour ça qu'on refait une délibération sur ce sujet. Effectivement, comme vous venez de le dire, monsieur le maire, suite à l'appel à projet pour la sécurisation des routes départementales en agglomération, la ville d'Anzin avait répondu à cet appel à projet en proposant la réalisation de travaux suivants. Sécurisation des carrefours de la rue du Soldat-Beaulieu au niveau de la place Roger Salengro, de l'avenue des Sports et de la rue Émile Basely. Afin de favoriser la conduite apaisée, des îlots seront implantés donc à proximité des carrefours et des passages protégés. Les traversées piétonnes seront sécurisées et rendues accessibles aux personnes à mobilité réduite grâce à la mise en place de plateaux surélevés. Enfin, de nouveaux passages protégés seront créés au niveau des carrefours dans le respect des normes d'accessibilité. Par délibération en date du 28 septembre 2020, le département avait accordé à la ville d'Anzin une subvention de 65 000 € pour les travaux mentionnés. Sur ces bases, il est demandé d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention et tout document s'y rattachant relatif à l'implantation d'un plateau surélevé, la création de 6 îlots de 6 passages piétons, d'un tourne à gauche et leur entretien ultérieur. Et je vous informe également donc que là-dedans, il y aura un passage piéton éclairé. C'est une nouveauté. Y a-t-il des questions? C'est le passage piéton qui se trouve à proximité donc, de l'avenue des Sports, qui sera un passage piéton dynamique qui devrait être installé d'ici la fin du mois d'avril. La 27e délibération, bon 27-28, on peut peut-être la grouper parce que c'est un peu le même principe. Il y a la durée d'amortissement des biens de la commune. La 28, c'est la liste des biens meublés de faible valeur à imputer en section d'investissement. Monsieur Coyer. Oui, donc c'est juste purement comptable pour qu'on puisse, les services financiers de la mairie, et après procéder à l'amortissement. C'est juste une actualisation donc, des différents matériels par rapport à leur durée d'amortissement. Donc pour les, vous avez tous les matériels qui est indiqué avec la durée d'amortissement pour chaque matériel. Et donc pour la durée d'investissement éventuelle, vous appliquera la durée minimale prévue dans la L14. Donc là c'est des exceptions, sinon la règle sera la L14. On va passer au vote alors seul. Alors, y a-t-il des questions? Je pense pas. Qui vote contre, abstention? Voter à l'unanimité, la 28e. La 28e, c'est pour aller chercher la SPPA. Je rappelle donc c'est les comptes pour tout ce qui est investissement, pour le fonctionnement. Et donc, je remercie Mme Morgano et ses services d'avoir fait cette déclaration parce qu'il allait chercher la déclaration fédérale sur du petit matériel, pour l'informatique, électroménager, outillage, Android, en fait, on nous avait là-dessus. Donc, le fait d'avoir mis donc une nouvelle avancement nous permet effectivement d'adapter un peu le SPPA. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui vote contre, abstention, vote à l'unanimité. La 29e, donc avant-dernière. Dotation de soutien à l'investissement local, 6-2021, sollicitation subvention. Oui, je rappelle que donc, la DSCL est destinée aux collectivités, alors on prend en fiscalité propre et est décidé sur le financement d'opérations d'investissement au travers de la thématique éligible. Pour 2021, 3 enveloppes DSCL seront donc reconnaissantes. Une enveloppe classique qui répond à 6 thématiques habituelles, une enveloppe France Relance qui entre dans le cadre du plan de relance afin d'accompagner un effort de relance rapide et massif des projets des communes et de leurs groupements. C'était donc 3 thématiques, transition écologique, résilience sanitaire et préservation du patrimoine, et enfin une enveloppe dédiée à la rénovation énergétique des bâtiments ou blocs communaux. À ce titre, donc, la ville d'Anzin souhaite proposer le projet ci-dessus, le tout, au titre de la DSIL 2021, à savoir la rénovation énergétique, donc au titre de l'enveloppe rénovation énergétique des bâtiments, à savoir l'isolation de l'hôtel de ville. Donc, je rappelle que l'hôtel est composé de 2 bâtiments, un très ancien et un très récent, qui date des années 50, je crois, oui. Qui regroupe les services de la ville du CCS, tels que le public. Ces 2 parties ont fait l'objet de travaux de mise en conformité réalisés avec le concours de l'État ces dernières années. L'ensemble de musée de la partie historique a été remplacé en 2017 dans le cadre de l'appel à projet de territoire à énergie positive pour la croissance verte. Une rente d'accès aux services publics et au CCS pour les personnes à mobilité réduite sur la partie restante a été conclue en 2020. Cette réalisation permet de mettre la mairie au en pleine accessibilité conformément à la loi d'accessibilité. Néanmoins, l'hôtel de ville va faire l'objet d'importants travaux, notamment l'isolation de la partie restante qui affiche les performances énergétiques en deçà de la réglementation actuelle.
et le reliquat financé par la ville à hauteur de 294 024 €. Donc sur ces bases, il est demandé à notre conseil municipal pour les fonctionnaires à solliciter au cas des services de l'État la subvention mentionnée précédemment à hauteur de 194 986 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Passe au vote sur le plan. Abstention. Voté à l'unanimité. Donc là, c'est dans la continuité des programmes de réhabilitation des différents bâtiments communaux. On appelle aussi de notre aspect développement durable. Puisque là, on est vraiment passoire énergétique et installation photovoltaïque. Donc la dernière délibération, il est proposé de nouvelle fixation des taux d'imposition pour 2021 suite donc au mail reçu ce jour dans lequel la refonte de la fiscalité locale. Monsieur Collier. Oui, donc en décembre 2020, on avait voté avec l'imposition, mais la loi alimentation nous oblige à intégrer donc, le coût départemental dans ce nouveau taux de la taxe foncière sur la propriété bâtie, qui est fixé dorénavant à 45,98%. Il décompose donc du parti communal de 26,69 et à la terme additionne le taux départemental fixé en 2020 à hauteur de 19,29%. Y a-t-il des questions sur ces dernières délibérations? Pas de questions. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Vote à l'unanimité. Dernière information. Nous avons maintenant le prochain conseil municipal, 28 juin. Sauf si on a une délibération très spécifique à faire passer pour des raisons de calendrier. Et également, nous avons reçu vos pochettes pour vos tablettes. Donc c'est M. Mérélo qui les donne, donc si vous voulez les avoir, pour les récupérer et signer le petit document qui va bien, vous pouvez venir le voir à la suite du conseil municipal.